on n'est pas différent d'une prostituée lambda. Alors oui, on boit du champagne et oui, on voit des gens importants, mais au final, le résultat est le même, on se prostitue. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier en fait avec l'escorting. J'ai commencé l'escorting quand je suis arrivé à Paris sans le sou et que j'ai eu du mal à me loger et tout ce qui s'ensuit. Il se trouve que j'ai rencontré un ami qui était lui-même escorte et qui m'a vendu ça comme un super job avec beaucoup d'opportunités, de l'argent facile. Il suffisait de coucher avec des gens qu'on pouvait choisir et être payé en plus. Pour le coup, moi, j'étais escorte avec des hommes. Je me suis inscrit sur une application de rencontre spécifique dans laquelle votre profil est présenté en tant qu'escorte. On est libre d'échanger pour savoir quelles sont les attentes du client, quelles sont les nôtres, si on accepte plus ou moins de choses. Et le tarif, c'est nous qui le fixons nous-mêmes. Je crois que le maximum que j'ai dû prendre, c'est 1500 pour une nuit. Et en général, c'était plus 1000, 1200. Les clients payaient plus cher, soit le double ou le triple parfois, pour avoir des rapports non protégés. Moi, c'était quelque chose que je n'étais pas prêt à donner parce que j'avais encore cette conscience-là, fort heureusement, de me protéger sexuellement et au niveau de ma santé, en fait. Et un truc que j'ai découvert avec l'escorting, c'est qu'il y a des inclinaisons gentillettes sexuelles que moi, je soupçonnais pas du tout. Par exemple, des passions pour les pieds, pour les tétons, pour les aisselles, et notamment ce client-là qui voulait que je fasse comme si je rentrais du travail et que je sois sur mon ordi pendant qu'il me massait les pieds. Ces gens-là prennent des escortes parce qu'en fait, ils ont quelque part honte de ces inclinaisons-là, alors qu'en fait, il y a pas lieu d'avoir honte pour ce genre d'inclinaison gentillette. Et même par rapport à l'escorting, en fait, il y a des choses sur lesquelles j'étais pas préparé forcément, mais il y a un aspect tout à fait psychologique qui comprend pas l'aspect sexuel. Il y a des clients avec lesquels je parlais pendant des heures parce que par exemple ils étaient mariés avec une femme et des enfants et qu'en fait ils étaient cachés, ils ne pouvaient pas avoir une vie sexuelle ou intime avec un homme. En effet, il y a des clients avec lesquels on ne couche pas et c'est juste de l'accompagnement, mais il y a une énorme partie du travail quand même, il faut pas se le cacher, qui est d'avoir des rapports sexuels tarifés. On essaie de cacher ça, de ne pas trop en parler, ou alors on le glamorise. Mais en fait, on n'est pas différent d'une prostituée lambda. Alors oui, on boit du champagne, et oui, on voit des gens importants, et on discute, et on rigole, mais au final, le résultat est le même, on se prostitue. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier en fait avec l'escorting. Le milieu, l'environnement est différent, mais c'est encore pire parce que du coup l'illusion est là. Et c'est ce qui fait qu'on peut rester dedans en fait. Le client donne l'illusion d'un monde de facilité, de luxe, d'autant plus qu'en fait, même s'ils sont gentils avec nous, nos clients ils sont respectueux, en fait ils nous considèrent tout simplement comme des putes. On devient des produits marketing. C'est la perception de son propre corps, la façon dont on se perçoit après comme un simple produit qui est dangereuse. On se rend pas compte qu'en lâchant cette enveloppe, qu'on lâche quelque chose nous aussi, qui est très important, c'est l'estime de nous et le sentiment de s'appartenir à soi-même qui devient absent. En étant escorte, on se doit d'avoir une image parfaite. On est un fantasme, on crée un fantasme en fait, nous-mêmes. C'est très difficile de créer un fantasme quand nous-mêmes on ne se perçoit pas comme un fantasme. D'autant plus que moi j'avais du psoriasis à l'époque et que chaque fois que j'apparaissais, je voyais mon psoriasis apparaître, j'avais l'impression de mentir à mes clients, de leur vendre une image parfaite et de ne pas l'être au final. Donc un peu d'arnaquer, comme s'ils allaient appeler le service après-vente après mon passage, quoi. J'ai arrêté au fur et à mesure, j'ai pas arrêté d'un coup. Et il y a eu un moment où j'ai dit, en fait, je peux plus. C'est quelque chose que je ne peux plus. En fait, j'ai envie de me réappartenir moi-même. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui se trouve aujourd'hui être mon mari, qui m'a poussé à devenir tatoueur. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé aujourd'hui, avec un chien, un chat, tatoueur. Et une vie très calme et beaucoup plus paisible qu'avant. Aujourd'hui, j'ai plus aucune séquelle parce que j'ai compris que ça faisait partie de mon passé, que c'était quelque chose que j'avais fait qui m'avait pas forcément fait du bien. Si c'était à refaire, c'est sûr que je le referais pas. Mais d'un autre côté, ça m'a appris une chose très essentielle, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Je me disais, oui, si l'argent aide vachement. En fait, non, parce qu'à cette période-là, je gagnais plus d'argent qu'aujourd'hui, par exemple, et j'étais le mec le plus triste du monde. Si je rencontrais un jeune qui aurait envie de faire de l'escorting par besoin d'argent, je lui dirais de pas le faire, qu'il y a toujours d'autres solutions, beaucoup plus intéressantes et beaucoup mieux pour son mental, en fait, que l'escorting.